Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Au mois de mai, la plupart des Français profitent du jeudi de l'Ascension pour faire le pont et se prendre un long week-end de 4 jours. Non. Pourquoi ne partez-vous pas? Parce que j'ai pas envie d'aller au cinéma, j'ai pas envie d'aller au théâtre. Bon alors, quel est le point commun entre Les zones à faible émission. J'aimerais qu'on parle du coronavirus. Bon, mais salut tout le monde. Je m'appelle Patrick Sébastien. Mais quel rapport? Ce n'est pas le genre de conversation à tenir à table. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à tous les étages, à bas bruit, à haut bruit, en drame ou pas. 3 questions aujourd'hui, 3 questions dans la première heure de l'émission. La première, une bombe de Robert Kennedy Jr., le ministre américain de la Santé. Il dit, nous ne parlerons plus, nous n'écrirons plus, nous ne publierons plus dans les plus hautes revues, jusqu'ici, les revues scientifiques les plus connues. Lancet, New England Journal of Medicine. On va en parler avec le professeur Didier Raoult. Qu'est-ce qui se passe avec ces publications? La science, là-bas, écrite, imprimée, n'est plus la science. Autre question aussi, eh bien, ce qui se passe en France. Et un animateur, un battleur, un musicien, un compositeur, mais Patrick Sébastien, il dit, je peux plus, moi, je reconnais plus ma France, je ne sais plus qui elle est. On va parler, oui, aussi de cela. Ces Français, et ils sont très nombreux qui ne savent plus où ils habitent. Et puis, ZFE, zone à faible émission, eh bien, il paraît que c'est fini. C'est pratiquement fini. On va en parler également. Alors, ça y est, pour une fois, les gueux vont pouvoir rentrer dans les villes? On en parle tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est le feu. C'est le feu, c'est l'incendie dans les plus grands journaux scientifiques, les plus grands journaux médicaux, ceux qui étaient considérés comme des bibles, des évangiles, qu'on ne pouvait pas toucher. On le savait depuis quelque temps, depuis quelques années même, mais là, ça éclate au grand jour. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Coronavirus, connard de virus, coronavirus, connard de virus. Connard de virus, c'était la chanson de Renaud, mais 5 ans après, le nouveau ministre de la Santé américaine, Robert Kennedy Jr., il attaque à boulet rouge. Et il attaque très fort. Et pas seulement lui. New England Journal of Medicine. Le Lancet, eh bien, Marcia Angeli, la directrice pendant 20 ans du New England Journal of Medicine, dit elle-même, publiquement, nous sommes le vaisseau amiral de la propagande pharmaceutique, nous ne sommes plus, j'ai la tristesse infinie de dire, des journaux scientifiques, dit ça. Et Richard Horton, le co-directeur du Lancet, encore une fois, je parle de la Bible, jusqu'ici, enfin, il y a eu des problèmes, on va en parler. Il dit, eh bien, le problème, c'est que la moitié, dit Richard Horton, la moitié de la littérature scientifique que nous publions dans nos journaux est fausse. Il y a un côté corrompu, il y a un côté biaisé, il y a un côté absolument faussé. Didier Raoult, bonjour. Bonjour, vous êtes microbiologiste, on ne va pas le rappeler, je ne vais pas vous présenter. Vous avez été l'auteur de nombreux bouquins, les derniers c'était Homo Chaoticus et celui qui vient de paraître, les Cold Cases de l'histoire, aux éditions tous les deux de Michel Lafon. Ça, on va en parler avec vous longuement la semaine prochaine. Mais là, je voudrais votre réaction, parce que c'est vrai qu'on en parlait plus longtemps, l'histoire du Lancet, etc. Mais là, franchement, ça éclate au grand jour. Et Robert Kennedy Jr. va jusqu'à dire on ne publierons rien dans ces revues, nous allons déconseiller formellement, et s'il faut, on publiera des revues concurrentes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense depuis longtemps que le salut viendra de l'Amérique. C'est l'Amérique qui a inventé la lutte contre le capitalisme fou avec la lutte anti-monopole. J'espère qu'ils vont la réappliquer à Gates en cassant Google. C'est mon plus grand souhait. Ils l'ont déjà cassé avec Microsoft. Ça avait été mis en place pour lutter contre Rockefeller qui voulait avoir le monopole de la distribution du pétrole. Tout à fait. Il a donné la leçon à Bill Gates pour redevenir populaire de créer
une institution philanthropique avec lequel d'ailleurs Bill Gates a gagné plus d'argent que ce qu'il n'aurait jamais gagné grâce à la fondation Bill Gates. Grâce à quoi il vient d'avoir le plus grand prix scientifique des États-Unis, lui qui n'a jamais fait de science, le prix Laquais. Ah ben, c'est la rançon du succès, ça. Mais alors, pour les... C'est le retour sur le financement, ça découle ça. Bien sûr. Retour sur investissement, on dit. Ouais. La presse, si vous le modèle de la presse, c'est un modèle qui fait rêver, c'est un modèle inouï. Les États, en général, financent pour la plupart la vraie recherche. Oui. Globalement, toute la recherche de l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas de la recherche. Les gens essayent de faire croire que c'est de la recherche avec leurs essais randomisés et tout, mais les gens qui font ça ne font rien que fournir de la chair fraîche, c'est-à-dire des malades. C'est pas eux qui écrivent le protocole, c'est pas eux qui choisissent les stratégies thérapeutiques, ils obéissent et ils fournissent la chair fraîche sans même faire ce qu'on leur recommande dans la déclaration d'Helsinki, de dire aux malades, vous savez, en vous enrôlant, je vais gagner de l'argent à titre personnel. Ce qui est scandaleux, hein. On ne fait pas ça en France. Hein. Bien sûr, mais... On sait depuis longtemps que le modèle économique de la presse est phénoménal. C'est-à-dire que moi, je vois, j'ai publié 3500 publications internationales. Je fais le travail, l'argent, essentiellement, c'est de l'argent de l'État qui m'a payé mes salaires, les gens qui travaillaient avec moi, des thésards. J'ai payé les réactifs. Ensuite, j'envoie ça à un journal. Maintenant, dans la plupart des cas, les journaux vous font payer quelque chose pour publier chez eux. Ouais. Ils font un travail qui est un travail de moins en moins bon parce qu'il y a de plus en plus de journaux et de moins en moins de gens d'éditeurs de qualité. Les journaux, de moins en moins des journaux issus d'associations savantes et de plus en plus des énormes machines à faire de l'argent. C'est-à-dire que des journaux, les deux, ce qu'on appelle le cartel des journaux scientifiques, les deux plus gros étant Nature et Elsevier, ont des centaines de journaux et ils ont une rentabilité qui est de l'ordre de 30%. Ça fait rêver tout le monde. 30%, oui. 30%. Les deux plus grandes rentabilités, c'est eux et l'industrie pharmaceutique. C'est pas étonnant qu'il y ait BlackRock et Vanguard dans les deux et qu'ils soient tellement liés. Donc, une fois fait ça, ils vous demandent, bien qu'il n'ait rien fait du tout, ils vous demandent le copyright exclusif. C'est-à-dire, vous devez leur donner l'exclusivité de ce que vous avez fait pour lequel ils n'ont rien payé. Il n'y a pas de situation qui existe dans le monde comme ça. Si vous regardez un brevet... Oui. Privilège absolu. Mais d'où vient, professeur Raoult, que là, aujourd'hui, ça va quand même très loin quand ils disent nous sommes, Marcia Angeli, encore une fois, le New England Journal of Medicine, nous sommes le vaisseau animal de la propagande pharmaceutique, la moitié de trucs ne sont pas fiables. C'est quand même hallucinant. Et même chose pour le Lancet, et ça, vous êtes bien placé pour savoir. Il avait écrit, moi je suis cette affaire depuis très longtemps, j'avais invité à l'IHU le type qui a écrit le livre le plus célèbre sur le problème des conflits d'intérêts. Il y a 2 sur 3 des anciens rédacteurs en chef du New England qui, quand ils ont fini, ont dit non, on n'est plus un journal de science. On est acheté entièrement par l'industrie. Donc c'est pas nouveau. Bien sûr, le Lancet est exactement dans la même situation. Et bien sûr, ces monstres que sont les monstres que sont Elsevier et Nature, ils n'ont même plus de scientifiques comme rédacteurs en chef. Ils prennent des gens qui ont des niveaux de licence, qui sont rédacteurs en chef et qui disent à des gens qui sont prix Nobel, vous savez ce que vous faites, c'est pas bien. Ouais. On a basculé. Alors le premier. Il y a eu 2 réponses à ça. Le premier qui a répondu à ça, c'est extraordinaire, c'est Schwarzenegger, qui a dit maintenant en Californie, le copyright, je m'en fous, tout ce qui est payé par la Californie, ça sera online directement, tout le monde pourra y accéder parce que c'est moi qui ai payé. Donc c'est le premier qui a fait ça. En France, on a construit, il y a peu de temps, c'est une bonne initiative française, moi je recommande que tout le monde publie là-dessus maintenant, et moi je mets toujours mes publications au moins en premier là-dessus, et je les laisse définitivement. Il y a un portail qui s'appelle HAL, sur lequel vous pouvez déposer vos articles, il n'y a pas de revue controverse, on vérifie simplement que vous n'êtes pas en train d'insulter ou de désobéir à la loi, et ça y est, c'est online. Et vous n'avez rien à payer, et vous en gardez la propriété. Et on peut, nous, le consulter gratuitement, le HAL? Oui. Ouais, parfaitement. D'accord. Et donc, si vous... moi, je pense que ça fait longtemps que je dis, la prochaine voie de communication de la science passera par ça, des sites de dépôt
qui ont commencé avec les préprints, mais les préprints, dès qu'ils sont devenus un peu célèbres, il y a eu la même censure qui s'est mise. Bien sûr. Parce qu'il y a la censure de l'industrie pharmaceutique qui se met là-dessus. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que le New England s'est mis à publier des choses, et le Lancet sont mis à publier des choses qui sont inouïes. C'est-à-dire que dans le... Mais qui étaient fausses, des choses fausses, des choses vraiment fausses. Oui, non, mais des choses qui étaient non seulement fausses, mais qui n'étaient pas médicales. Le grand truc, le grand scandale, hein, bien sûr, du Lancet et le Lancet Gate, avec des données qui n'existent pas. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ces gens sont poursuivis par personne. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, ils ont laissé la trace que les gens continuent à dire « Ah non, mais c'est probablement toxique ». Après Elsevier, avec une bande de Français là, téléguidés par notre Polimard, là, a publié un nouveau truc sur la mortalité qui a été rétracté aussi, toujours chez Elsevier. Hein. Chez Elsevier, il suffisait de dire que l'hydroxychloroquine tuait ou ne marchait pas pour qu'on le publie. Tout ça a un sens. Et dans le New England, comme dans le groupe Elsevier, alors que vous voyez, les gens disaient « Mais vous n'avez pas de groupe témoin », les 5-6 premiers papiers qui sont passés sur Remdesivir, il n'y avait aucun groupe témoin. Ils disaient juste c'est très bon, ça marche très bien. Il y a eu 3 papiers dans le New England sortis comme ça, mais c'est inouï. Mais ils ont publié dans le New England et dans le Lancet des séries sur le coronavirus où il n'y avait pas de test PCR chez les malades. Et ils ont dit je crois que c'est le coronavirus, donc je l'inclus et je vous donne les résultats. Et il y a un papier entier qui est sorti sur l'inefficacité en prophylaxie de l'hydroxychloroquine dans le New England, où aucun malade n'avait de preuve de diagnostic. Bien sûr, après, il y a des gens sérieux qui ont fait ça. Nick White a montré que c'est un très très bon produit de prophylaxie. Mais ce qui est, alors, il a fallu attendre quand même qu'il y ait en tout cas aux États-Unis, un Robert Kennedy Jr. qui vient dire allez, on stoppe ça. Et en même temps, vous avez eu, je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est qu'il demande aujourd'hui à Pfizer et aux autres de mettre dans leur brochure que leurs vaccins ne doivent être ni injectés aux enfants ni aux femmes enceintes. Ça aussi, ça vient de sortir. Oui. Puis, ensuite, la FDA... En prie, allez. FDA demande qu'on marque maintenant sur les vaccins qu'il y a des risques de myocardite avec le vaccin. Oui. Et que donc, des risques de mort avec ça. Il faut donner ça à M. Rousseau, là, pas le douanier. Lui, c'est quelque chose de bien. L'éphémère ministre de la Santé qui disait ce vaccin ne donne aucun accident. Vous voyez, donc quand on ne sait pas, il ne faut pas parler. Et donc, c'est ce qui est une grande spécialité chez nous. Et dans ce domaine en particulier, ça s'est accéléré beaucoup. Hein, là, cette manie de parler sans savoir, c'est très intéressant. Il y a des issues, c'est-à-dire que la science ne doit pas faire partie d'un marché économique capitalistique sauvage. Ouais. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que la littérature doit revenir. C'est l'idée de Kennedy, j'avais eu la même il y a 4 ans. On commençait à préparer, à faire le journal de l'IHU, qui aurait été... Ouais. Ça coûte rien de faire un journal actuellement maintenant, parce qu'on coûtait sur Internet. Donc bien ça coûte sûr. Une personne à mi-temps. Voilà, c'est tout ce que ça coûte. Et ils vous font payer, des journaux comme Frontiers vous font payer 3 500 € pour faire un papier pour lequel ils font rien du tout en pratique. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des journaux, paraît-il, je ne sais pas si c'est le Lancet ou autre, qui font payer 100 000 $ la publication. Ça va jusqu'à 100 000 $ la publication pour être publié chez eux et avoir cette notoriété. Quelle notoriété ? Je ne sais pas si ça marche comme ça. Ce qui marche, ce qui est très très bien expliqué, si vous voulez, la manière de les payer, parce que s'ils les payaient directement, on finirait par le savoir. Bien sûr. Une des manières de les payer, pour le Lancet en particulier, ça a été très bien dépioté, c'est que quand l'industrie veut... Vous savez, moi j'ai connu très très bien les rédacteurs du Lancet et pas mal ceux du New England. Et quand l'industrie veut, vous dites... D'abord, ils vendent leur papier au Lancet ou au New England avant même qu'il soit écrit. Ah, d'accord. Ouais, très bien. Quand on parle de reviewer, c'est de la fantaisie. Ils disent, écoutez, est-ce qu'on vous présente à vous ou au New England quand il y a un gros CC. D'accord. Et ensuite, pour les payer, ils achètent ce qu'on appelle des tirés à part, c'est-à-dire des articles pré-imprimés. Ouais. Dont ces articles, on va les distribuer sur notre stand aux gens qui viendront pour parler de cette publication qu'on a fait chez vous. La plupart du temps, ils les distribuent jamais. C'est une manière de blanchir de l'argent, de dire, on vous achète des tirés à part. Des tirés à part. On peut vous acheter des millions de tirés à part qui iront à la poubelle. Si vous voulez, on vous aura donné 1 million, vous aurez donné en échange du papier, et tout ça se fera dans la plus grande honnêteté du monde. Donc c'est un monde
qui est de l'infâme. C'est le capitalisme qui est arrivé à un le plus excès, sauvage, oui. le plus sauvage. Entre ça et l'industrie pharmaceutique, je reconnais qu'on est arrivé à un degré de corruption et de médiocrité qui est terrifiant. Et leur dernière arme, c'est maintenant de se servir, c'est toujours pareil, hein, c'est la bande à Bic et Nature, à Gates et Nature, de se servir de quelques zozos qui font les shérifs pour faire rétracter les papiers des gens qui sont contre eux. Mais donc la nouvelle censure passe par la rétraction des papiers des gens qu'ils n'aiment pas. Des gens hostiles. C'est intéressant, en tout cas vraiment, je dirais que Al Capone à côté, c'est un aimable plaisantin, mais franchement quand ça s'applique à la santé, quand ça s'applique à la science, quand ça s'applique à la médecine et à la vie, c'est quand même très très... On en reparlera. Merci Didier Raoult, merci professeur Didier Raoult. Un mot simplement. Oui. Pour que les gens comprennent, il faut arrêter. Les gens qui parlent de complotistes sont simplement leurs alliés. On sait. Leurs alliés. L'industrie pharmaceutique, ce ne sont pas des bienfaiteurs, et les propriétaires de journaux scientifiques ne sont pas des bienfaiteurs. Ce sont des gens qui font de l'argent. Donc il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à ça. Dans un monde où on fait de l'argent, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à ça, parce qu'on ne peut pas se fier à leur bonne foi pour penser que ce qu'ils font est bien. Ça n'est pas des gens gentils. Du tout. Je me rappelle, c'est nous les gentils, comme vous dites. Merci Didier Raoult et à très bientôt. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, c'est vraiment Radio Londres aujourd'hui, c'est Radio Londres. Vous savez pourquoi? Nous sommes underground. Je parle et je vais parler à un mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans. Vous voyez les risques que je prends d'ores et déjà, mais je le fais parce que c'est Patrick Sébastien. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Douce France, cher pays de mon enfance. Douce France, oui, c'est vrai, mais tout va bien dans une France apaisée, magnifique. Mais vraiment, on n'a jamais connu une période aussi faste, comme chacun sait. Mais il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui ne savent plus où ils habitent et qui se disent, mais il y a des problèmes. Et vraiment, un certain Patrick Sébastien, évidemment, un underground complètement inconnu du grand public, s'est dit que ça va pas très bien en ce moment. Et il l'a dit notamment à CNews. Il a dit, je ne savais pas lorsque j'étais petit qu'on me reprochait d'être blanc. Et vous parlez d'exclusion. Patrick Sébastien, bonjour. Bonjour mon ami Berkov, comment vas-tu? Ça va, et toi? Allez, on se tutoie, il n'y a pas de raison qu'on se tutoie pas là. Bah oui, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Absolument. Alors, Patrick, c'est intéressant parce que là, je vous ai écouté depuis quelques jours. Et effectivement, et vous n'êtes pas le seul, là, franchement, ils sont des centaines de milliers, sinon des millions, à se demander quelque part où ils habitent, et à se demander pourquoi, et vous l'avez dit d'ailleurs, pourquoi ils ont l'impression de se sentir, eux, culpabilisés, exclus, presque assignés à résidence. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a amené à dire ça? Non, rien, j'ai juste réagi au truc de Kassovitz qui a dit qu'on était des fins de race. Il n'a pas complètement tort, hein. On va finir tous métissés, ce qui n'est pas plus mal. J'expliquais que moi j'ai 3 enfants qui sont, j'en ai 2 qui sont blancs et un qui est métissé, une qui est métissée. Ouais. Mais en même temps, je me vois pas expliquer à mes 2 enfants blancs que ce sont des fins de race et expliquer à ma fille métissée qu'elle est supérieure. Moi, je tiens à mon identité. C'est vrai que le racisme anti-blanc, il existe aujourd'hui. Il est clair. On a presque être un homme blanc aujourd'hui. C'est presque suspect. Alors mes potes noirs me disent, eh ben, vous ressentez un petit peu ce que nous on ressenti pendant des siècles. Ce qui n'est pas faux dans le fond. Oui. Mais moi je tiens à l'identité. Je suis pas un farouche, je suis pas un extrémiste. J'ai juste envie qu'on me laisse
Qu'on vous foute comment la te paix, dire en tant que Français. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai mes références, j'ai mes valeurs, j'ai ma culture, et j'aimerais pouvoir ne pas me faire montrer du doigt juste parce que j'ai grandi avec Pagnol, parce que j'ai grandi avec Gabin, avec Jodassin, avec ces gens-là, que c'est pas plus honteux qu'autre chose. Et mon identité, j'y tiens, voilà. Comme j'ai des potes qui sont des gens de banlieue, qui sont des potes à moi, qui sont des rappeurs même, qui ont leur identité à eux, et on peut très bien cohabiter sans se faire montrer du doigt. Mais aujourd'hui, c'est suspect. Ce que j'ai dit dans l'émission, ce qui est vrai, c'est que quand je me suis fait virer de la télé, l'argument c'était il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Enfin depuis j'ai pas vu beaucoup de noirs sur le service public. Hein. Non mais le problème, Patrick, Sébastien, le problème c'est, attendez, pourquoi ce masochisme qu'on essaye d'inculquer? Je veux dire, pourquoi ce serait, vous savez, quand vous dites, quand vos copains noirs, et c'est vrai, ils vous dites oui, nous aussi on a passé pas ça pendant des siècles, mais nous pas oublier que les traites négrières c'était aussi entre noirs, la traite arabe-musulmane, etc. Moi, ce qui me fascine, c'est que cette culpabilité anti-blanc, on l'intériorise. On se dit ah oui, c'est vrai qu'on a à se faire pardonner. Mais bien sûr qu'on a fait les blancs et les autres, tout le monde a fait des saloperies. Non, c'est pas une question de pardon et tout. On en arrive aujourd'hui à des. Mais c'est une minorité qui veut nous imposer ça. C'est bien plus général que ça. Il y a une minorité. J'ai cité la patronne du service public qui a dit je ne veux pas montrer la France telle qu'elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui. C'est une dictature. Il y a des gens aujourd'hui masqués. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous imposer. Moi, ma manière de vivre, ma manière d'être, je veux l'imposer à personne. Bien sûr. Je suis un humaniste. Moi, je ne peux pas être raciste. Je peux pas. Je comprends tout. Je suis un soutien LGBT en plus. Je comprends tout, mais je veux pas que ma différence à moi, on la mette à l'écart. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que moi, quand je fais mes chansons, je vois les caricatures et les gens disent les gens qui écoutent les chansons de Patrick, ce sont que des blaireaux, des mecs qui ont la casquette Ricard, comme tu dis, des hétéros blancs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon, autour de moi, j'ai plein de gens de races différentes, de couleurs différentes, et simplement, on veut nous rejeter dans un coin. À part qu'il y a quand même des différences essentielles. Si demain, tu dis il va falloir tuer des Noirs, tu vas être condamné avec raison. C'est une abomination de dire ça. Par contre, j'ai vu des mecs dire il va falloir tuer des Blancs. Pour l'instant, ils sont passés un peu à travers les gouttes. Ça me choque. Ouais. Et non mais c'est ça le problème, c'est que on a, je veux dire, les gens ont besoin de se justifier d'application. T'as tout à fait raison de dire que c'est une minorité, bien sûr, mais je veux dire, ils ont remplacé la lutte des classes par la lutte des races, et d'autres par la lutte des places, mais c'est autre chose. Mais c'est quand même hallucinant. Moi, je comprends pas ça. Moi, autour de moi, j'ai de tout. Des amis, mes amis à moi, il y a des Arabes, il y a des Noirs, ma fille est métisse. C'est pas une question de race, c'est une question de personne. C'est une question de personne. Il y a des Blancs qui sont des énormes enculés. Des Noirs aussi, des Arabes aussi. C'est les généralités qui me font chier, c'est le classement. Et on est bien d'accord. Mais pourquoi, par exemple, on ne peut plus parler, je vais dire encore une fois, parce qu'elle est très plurielle, d'identité française? Il y a une identité française. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. C'est qu'on est montré du doigt, tout simplement, parce qu'on est des blaireaux, on est des beaufs, on est des populistes, juste parce que on est fiers de nos racines. Ça m'embête un peu. Moi, je suis dans la France profonde. Là, je te téléphone. Là, je suis dans le Lot, chez moi. Il y a des gens de toutes couleurs, de toute religion. C'est mes amis, ça ne me gêne pas du tout. Bien on vit on vit en parfaite ambiance. Mais il y a des gens en haut qui veulent nous faire passer pour des gros méchants, quoi. Ce qui est pas le cas. La France, le pays, la France, elle est pas raciste. Les Français ne sont pas racistes. On est en train de les. Par contre, il y a des gens qui ont intérêt à monter les uns contre les autres. Mais c'est sûr. Pour plein de raisons. Notamment de clientélisme électoral. Notamment de clientélisme. Il y a des raisons électorales, il y a des raisons financières, il y a des collectifs, des associations qui n'existent que parce que ça leur fait de la thune. Faut pas se mentir non plus. Après, moi, j'ai très peur de ce wokisme qui veut fabriquer une race supérieure.
C'est-à-dire, vous allez être intelligent, on va vous expliquer comment il faut être. Tu sais, le premier mot de la devise française, c'est liberté. Alors moi, je suis pour que chacun ait le droit d'être comme il veut, ce qu'il veut, en toute liberté, puisque c'est le premier mot de la devise française, liberté. Tout à fait. Voilà, donc je suis libre, moi, d'être ce que je veux, sans me faire montrer du doigt, sans me faire mettre à l'écart, juste parce que j'aime d'où je viens. Voilà, tout simplement, j'aime d'où je viens, je suis pas un fanatique, j'aime des choses modernes. Mais Patrick, ce qui est intéressant, Patrick Sébastien, c'est de dire ça, qui est quand même, enfin, moi, c'est frappé au coin du bon sens, ça fait passer pour le dernier des Mohicans, et ça fait passer justement, je veux dire, pour une mise en question, alors que... On est des millions de Mohicans. On est des millions de Mohicans. Hein. Là, moi, je vois mes potes autour de moi, les gens qui m'entourent, et de tout milieu, attention. De tout milieu. Moi, dans mon public qui écoute mes chansons, il y a plein de gamins qui ont 19 ans, 20 ans, qui ne sont pas des blaireaux, qui ne sont pas des beaufs à la con, qui sont de toute race et qui seront plus tard chirurgiens, chefs d'entreprise. Il y a cette espèce de caricature qui m'emmerde parce que c'est pas ça. Le blanc, moi j'ai pas choisi d'être blanc. Que je te dise. Personne n'a choisi d'être ce qu'il est, mais on n'a pas à le renier. C'est pas ça. On n'a pas à s'en plaindre comme certains qui disent ah là là là, moi c'est fin de race, moi c'est fini, tout ça, ça ne doit plus exister. Mais c'est ça qui est hallucinant. Dans le discours de Kassovitz, il y a quelque chose qui est réel. Parce que c'est ça, c'est qu'effectivement, je pense que le monde finira métissé. Parce qu'il y a un mélange de... Oui, pourquoi pas. Moi, ma fille, elle est métissée, elle va faire des enfants, ils seront métissés aussi, voilà. Moi, je ne sais pas qui est mon père, si ça se trouve... si ça se trouve, c'est peut-être... Pardon, Patrick... Mais moi, la couleur, la race, ça ne me pas, moi. Jamais, ça ne m'a jamais gêné. C'est ceux qui nous mettent à l'écart, nous. Voilà, mais c'est exactement ça. Et le problème, il n'est pas la couleur, il n'est pas la race, la religion, l'ethnie, tout ça. Le problème, c'est ceux qui veulent nous imposer une autre civilisation. Moi, j'ai pas envie, d'être avec des gens une femme qui est totalement recouverte de la tête aux pieds. Pardon. Je veux dire, il y a une France, il y a eu des gens qui se sont battus, mais depuis des siècles, que ce soit pour la laïcité, pour la révolution, pour 429, etc. Il y a des valeurs. Pourquoi on doit... Moi, je suis d'accord que sur la laïcité. Voilà, j'estime que tout signe extérieur de religion, quel qu'il soit, que ce soit bien sûr. même les juifs qui passent dans la rue avec un signe, ça me dérange un peu, tu vois. Bien sûr. Même la croix, tout ce qui est ostensible, tu vois. Après, chacun sa religion chez soi. Bien sûr. Mais ça a beaucoup évolué. Il y a une part de provocation. L'autre jour, j'étais avec un chauffeur taxi musulman qui me disait la génération d'avant, quand mon père est arrivé, il allait à la mosquée en mettant la djellaba dans le sac. Tu vois, il ne sortait son truc que dans la mosquée pour respecter le pays dans lequel il était, voilà, tout simplement. Et il me dit le reste, c'est quand même de la provoque, c'est de la provoque plus qu'autre chose. C'est de la provoque et c'est une stratégie, mais enfin ça c'est un autre problème. C'est autre chose. Mais honnêtement, Patrick, aujourd'hui, je veux dire que vous êtes pas, enfin, vous avez fait le parcours que vous avez fait, tout ce que vous avez connu. Est-ce que vous vous sentez pour la première fois, ou en tout cas récemment, est-ce que c'est récent que vous vous sentez gêné par cette espèce de climat? Parce que ça n'existait pas il y a encore 20 ans, ça. Un petit peu gêné, oui, parce qu'on a une suspicion permanente. Il y a des endroits où on n'est pas les bienvenus. Justement parce que c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai toujours été pour l'acceptation de toutes les différences, Bien sûr. Vraiment toutes les différences. Et là,
j'ai l'impression que ma différence à moi, ça veut dire si on n'est pas différent, on est exclu. Ouais. C'est complètement antinomique cette histoire. C'est ces gens qui nous parlent de tolérance, qui nous parlent d'inclusion, qui nous excluent. Ça va pas. Si on inclut tout le monde, on m'inclut moi aussi avec ma différence. Et j'ai le droit d'avoir ma différence. J'ai le droit de préférer la France profonde. J'ai le droit de faire des barbecues, comme dit Madame Rousseau, sans être ni monde macho. J'ai le droit de boire un bon vin. J'ai le droit de En plus, moi, je picole pas. Je picole pas. Tu vois, je fais partie d'une caricature de beauf, c'est-à-dire blanc, hétéro, soi-disant, qui bouffe, qui boit, qui bouffe. Je suis rien de tout ça. Je suis rien de tout ça. Je suis absolument rien. Alors, il y a cette caricature qui est très pratique parce que ça exacerbe. Tu sais, le prochain bouquin que je fais, que je vais sortir, ça va s'appeler Même pas peur. J'ai analysé toutes nos peurs. Et je donne des solutions pour ne pas avoir peur dans tous les domaines. Et je me suis aperçu que politiquement, tout est basé sur la peur. Il y a l'extrême droite qui existe sur la peur de l'extrême gauche qui existe sur la peur de l'extrême droite, et au milieu, les autres qui existent sur la peur des deux autres extrêmes. Donc en fait, on manipule les peurs aujourd'hui, la peur de l'homme blanc, comme on a manipulé la peur de l'arabe, la peur de tout ça, on manipule des gens pour des raisons politiques, électorales. Des raisons et Patrick Sébastien, ça s'appelle tous les pouvoirs, ça s'appelle le management par la peur, et c'est une vieille pratique qui est très très respectée. Merci Patrick. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoutez, nous sommes révoltés, nous étions l'aristocratie de la dépollution, nous sommes les ducs de l'écologie punitive, et voici que les gueux peuvent rentrer dans les villes avec leur véhicule thermique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, ZFE, vous savez, les zones à faible émission, on en a parlé beaucoup ici, dans Berkov, dans tous ses états. Il fallait restreindre la circulation de certains véhicules thermiques, le projet de loi de simplification. Eh bien, écoutez, l'article qui décide de supprimer ces zones a été introduit en commission par l'initiative de LR et du RN, a été adopté par 98 voix contre 51. Voilà, alors il faudra que le vote soit confirmé pour l'adoption du projet de loi dans son intégralité, mais c'est intéressant donc que c'est initié par un certain nombre de gens. Il faut rappeler Alexandre Jardin, il faut rappeler un certain nombre de gens, et il faut rappeler Pierre Meurin qui est à l'initiative de ce projet. Pierre Meurin, député Rassemblement National du Gard. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour Monsieur Berkov, vous me faites immensément plaisir dans dommage, je vous remercie. Écoutez, non, ce qui est bien et je crois que on est un certain nombre et un nombre certain à en être réjoui, c'est que effectivement c'est très bien de limiter les émissions de particules fines, mais empêcher un certain nombre de millions de Français de rentrer dans des villes où ils doivent se soigner, où ils doivent se ravitailler, etc., était quand même. Alors, vous devez être content, vous avez été à l'origine, effectivement, de ce projet. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content. Ouais. Dites-nous, alors ça s'est passé. C'est une des plus belles journées de mon mandat. Oui. Non, vraiment, c'est un combat que je mène depuis longtemps pour la liberté de circulation. Si vous voulez, à titre personnel, ce combat qui m'est très cher, on vient, en tout cas, de rendre. Ah, oui, nous sommes jusqu'ici qui se déroule sans accroc, donc j'en suis absolument et très fier, et je salue les collègues qui se sont rendus à la raison sur ce sujet. Oui, et écoutez, oui, puisque la majorité est quand même 98 voix contre 51, c'est une jolie majorité, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les derniers obstacles à franchir encore pour que ça ait force de loi et force d'action ? Alors il reste dans l'absolu,
allez, 3 obstacles, mais il y en a 2 à mon avis qui sont qui vont a priori fonctionner correctement. Il faut qu'on aille au vote final de ce projet de loi, mais comme le gouvernement s'est engagé à ce qu'on aille jusqu'au bout. Oui. Commission mixte paritaire qui est dominée par la droite, et je pense pouvoir dire que je serai présent en commission mixte paritaire sur ce texte. Oui. En commission mixte paritaire, ça passe. Voilà. La dernière, qui en effet, on verra ce que ça donne, c'est le Conseil constitutionnel. On en avait déjà parlé quand vous m'aviez invité la dernière fois. Oui. Mais je pense que le mieux, ce serait que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi de la disposition sur les ZFE. J'en appelle aux collègues d'éviter de saisir le Conseil constitutionnel sur ce sujet, mais s'ils le saisissent, moi j'ose croire que le Conseil constitutionnel considérera que les ZFE sont contraires à la Constitution et contraires à notre élémentaire liberté de circulation. Donc je un éternel optimiste, si vous voulez. J'engage les combats les uns après les autres et pour l'instant, ça marche. Et dites-moi, ça concerne, Pierre Meurin, rappelons-le à nos auditeurs, rappelons-le à tout le monde, ça concerne combien de Français avec les familles, etc., cette histoire? C'est très simple. On va faire très simple. Les ZFE, c'est un dispositif techno, donc très compliqué à expliquer techniquement. En revanche, pour simplifier, en 2026, quand les verbalisations sont mises en place et que l'interdiction des véhicules critères 3 sera introduite, 13 millions de Français ne pourraient plus rentrer dans une trentaine d'agglomérations en France. Voilà, donc 13 millions de Français. Se soigner, voilà, pour à peu près un tiers du parc automobile. Pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller consommer dans les commerces de proximité ou même pour aller dans les services publics, alors qu'on leur a piqué tous les services dans la ruralité. Voilà. Donc c'est une mesure de séparatisme territorial et social. J'en ai fait un symbole personnel. Ça peut paraître trivial à beaucoup d'auditeurs, mais c'est un sujet de société majeur. Oui, c'est sûr. Non, c'est pas trivial du tout. C'est pas trivial du tout que tous les Français, ça s'appelle liberté, égalité, fraternité, je crois. C'est ce que j'ai dit hier en séance. Ouais, et qu'il faut pas rappeler. Les ZFE percutent la totalité de la devise républicaine. Mais oui, c'est ça Parce que vous pouvez pas, en termes de fraternité, expliquer aux Français les plus modestes qui polluent les riches. Voilà. Oui. Et comment vous expliquez qu'il y a eu un tel coup de frein de la part, il faut la citer, d'Agnès Pannier-Runacher et compagnie, et tous les autres, ils disaient non, mais il faut pas, etc. Enfin, ça paraît quand même du bon sens. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'écologie punitive qui l'emporte à chaque fois? Oui. Ah, on ne vous entend plus là. J'entends. Oui. Pierre Meurin. Vous m'entendez ? Oui, là je vous entends. Oui, allez-y. vous m'entendez ? Allez-y. Moi, je pense que justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu historique, notamment sur toute la semaine même. C'est qu'en fait, pour la première fois, on a mis fin à l'effet cliquet des mesures environnementales. On a été capable de démontrer qu'on était capable de revenir sur une mesure prétendument écologiste. Et c'est ça dont je suis fier. Madame Pannier-Runacher n'a pas du tout été suivie. Elle a essayé de sauver le soldat ZFE. Mais moi, si vous voulez, j'ai eu énormément de conversations avec mes collègues d'autres groupes. C'est des choses qui ne se voient pas. Pour les convaincre que leur trip devait voter contre les ZFE ou au moins ne pas être présent en séance pour éviter d'être associé à la ségrégation sociale. Donc c'est vraiment un combat, je vous dis, de 3-4 ans qui m'est très cher, et je pense avoir eu une influence importante sur ce vote. Écoutez, vous n'étiez pas le seul, mais vous avez tout à fait. Vous avez une importance. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'un premier obstacle a été franchi, une première barrière. Un deuxième. Il y a eu le vote en commission avant. J'étais venu chez vous pour vous l'expliquer. Tout à fait. Disons un deuxième, mais là, ça avance bien. Merci Pierre Meurin. La moitié du groupe Rassemblement National était présent en séance, et il n'y avait que 6 députés LR. Alors voilà, mais on aurait pu gagner à nous tout seuls. Le groupe Rassemblement National était très mobilisé. C'est un combat porté par Marine Le Pen. Écoutez, c'est une bonne chose, et j'espère qu'il n'y aura pas que le RN, il y a le LR, il y a d'autres, mais la gauche aussi pourrait rejoindre ça, parce que jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, la gauche c'est le peuple, paraît-il. On aimerait bien que ça soit le cas.